Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Oula, il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Première visite officielle au Maroc du nouveau chef de la diplomatie gambienne, Sering Mdounji, a tenu à réitérer le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara et à l'initiative d'autonomie comme la seule solution pour la résolution du différend régional autour de cette question. C'était lors de ses entretiens à Rabat avec son homologue marocain Nasser Bourita. Page santé, nous parlerons de ces maladies rares, aussi méconnues que difficiles à traiter. Elles toucheraient près d'1,5 million de personnes au Maroc. De nouveaux centres d'excellence dédiés à ces maladies verront bientôt le jour au Maroc. Le protocole d'accord vient d'être signé aujourd'hui entre la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et AstraZeneca. CAN féminine de football 2024, les Lions de l'Atlas décrochent pour la deuxième fois leur ticket pour la finale de la compétition continentale. Face à une redoutable équipe ghanéenne, elles ont su remonter la pente, jouer les prolongations et s'imposer dans les séances des tirs au but. Les Lions de l'Atlas croiseront le fer avec les Nigérianes. Ce sera en finale samedi. Dossier du Sahara marocain pour commencer. La Gambie réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara et à l'initiative d'autonomie comme la seule solution pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Appui réitéré aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, Sering Mdounji. C'était à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita. Imanable. C'est le premier déplacement officiel de Sering Mdounji, fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Pour cette première visite officielle, le responsable gambien réitère le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'initiative d'autonomie. La République de Gambie se tiendra toujours aux côtés du Maroc et soutient son intégrité territoriale et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. C'est la position de Gambie et de son peuple. Nous réitérons notre plein soutien au plan d'autonomie marocain que nous considérons comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour la résolution de cette question. Une position contenue dans ce communiqué conjoint signé par les deux responsables. Tous deux réaffirment une volonté partagée de faire du partenariat maroco-gambien un modèle de coopération interafricaine fondé sur les valeurs de solidarité et de soutien mutuel. Car les liens entre les deux pays sont d'abord fraternels, solidaires et de longue date. Morocco is a strategic partner. Le Maroc est un partenaire stratégique, fiable et privilégié. En témoigne ma visite, la première du genre en tant que ministre des Affaires étrangères de mon pays. Nos liens sont séculaires. Hier, j'ai été à Fès, car vous le savez, nous sommes adeptes de la tariqa Tijaniya. Ceci renvoie aux liens qui nous lient depuis toujours. Des liens solidaires et de coopération que Rabat et Banjul souhaitent raffermir davantage, avec un engagement à explorer de nouvelles voies de partenariat dans les domaines prioritaires, tels que l'investissement, l'industrie, le commerce, la pêche, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation ou encore les infrastructures. Pour consolider le soutien croissant au plan d'autonomie en vue du règlement du différend régional autour du Sahara marocain, rappelons que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a effectué en début de semaine un petit périple européen qui l'a mené au Portugal et en Macédoine du Nord. Lisbonne a affiché hier son plein soutien à l'initiative d'autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend. De son côté, la Macédoine du Nord considère, je cite, le plan d'autonomie présenté par le Royaume est l'unique base pour le règlement de ce différend visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties. Et pour une lecture dans cette dynamique internationale croissante en soutien à la marocanité du Sahara, nous accueillons depuis Paris et via Zoom Mustapha Tossa, journaliste et éditorialiste. Mustapha Tossa, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous l'avons vu un peu plus tôt dans ce journal, la Gambie vient de réitérer son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara
par la voix de son tout nouveau ministre des Affaires étrangères, Sering Mdounji. Alors c'est son premier déplacement à l'étranger en tant que chef de la diplomatie. Qu'est-ce que cela dit de l'importance qu'accorde la Gambie à notre première cause nationale ? Cela dit que ce pays, la Gambie, accorde une importance capitale à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La preuve, les ministres peuvent changer, mais les positions pragmatiques, réalistes d'un pays comme la Gambie peut demeurer. La Gambie était un des premiers pays à avoir ouvert un consulat dans la ville de Dakhla en janvier 2020. Et avec ce nouveau ministre, il vient consolider, conforter cette position qui va inscrire davantage la relation entre le Maroc et la Gambie dans une nouvelle dynamique. Alors, le positionnement de la Gambie est très important parce qu'il peut rejaillir sur beaucoup de théâtres africains qui hésitent encore à emprunter cette voie de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Ils sont de moins en moins nombreux à rejoindre le club des pays qui soutiennent la marocanité du Sahara. Et donc, c'est très important que même quand on a un changement de ministre et un changement de politique dans un pays, les grandes positions de principe, les grandes positions pragmatiques et politiques à l'égard d'un certain nombre de questions, comme la question de la marocanité du Sahara, demeurent. Et c'était essentiel pour la Gambie de le souligner aujourd'hui avec le Maroc. Alors, et puis, il y a les deux positions de pays européens, Moustapha Toussa. Je parle du Portugal et de la Macédoine du Nord. La dynamique internationale et de soutien à l'intégrité territoriale est enclenchée depuis un bon moment. Mais dans quelle mesure la position de ces deux pays est-elle importante ? Alors, d'abord, la Macédoine du Nord est un pays important pour la péninsule balkanique. Elle est un pays qui va bientôt rejoindre l'Union européenne. C'est un pays pivot et un pays important de l'Alliance atlantique. Et le fait que ce pays puisse s'exprimer de cette manière sur la marocanité du Sahara, c'est une performance de la diplomatie marocaine qui est aller le chercher dans cette région de l'Europe de l'Est, du sud de l'Europe, qui est très importante pour toutes les dynamiques européennes à venir. Alors, pour ce qui est du Portugal, le Portugal est un pays voisin, est un pays ami, est un pays avec lequel le Maroc a des liens historiques. Et le fait que ce pays puisse un petit peu sortir d'une forme de confusion entretenue par les uns et les autres est une affaire très importante. Le Portugal est un pays qui va co-organiser avec le Maroc et l'Espagne la future Coupe du Monde du football de 2030. Et donc, c'est un tournant très important pour les relations entre le Maroc et le Portugal, mais aussi pour les relations entre le Maroc et l'Union européenne, parce que de plus en plus de pays européens qui reconnaissent de manière ouverte la marocanité du Sahara va certainement participer à construire une position commune de l'Union européenne, des 27 de l'Union européenne, qui serait vraiment le vrai trophée de la diplomatie marocaine quand les 27 se réuniront à Bruxelles pour dire qu'ils soutiennent sans équivoque la marocanité du Sahara. Donc le rôle et le positionnement du Portugal, de l'Espagne, de la France et d'autres pays européens va participer à construire ce positionnement. Moustapha Toussa, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Paris via Zoom. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci. L'infrastructure industrielle de la province de Nador se renforce. Une unité de production de fromage vient de voir le jour d'une capacité de production de 35 tonnes par jour. Le projet a mobilisé un investissement de plus de 160 millions de dirhams. Il est réalisé avec le soutien du Conseil régional et du ministère de l'Industrie et du Commerce. Oui, Wassim Amsoud, Hanan Msharq et Mrim El-Messi. Dans cet atelier flambant neuf, la chaîne de production est bien rodée. Le fromage est préparé, cuit, avant d'être emballé sous diverses textures et formats. Ici, rien n'est laissé au hasard. Température, dosage, tout est contrôlé avec une précision millimétrée. Par des équipements à la fine pointe de la technologie et sous l'œil d'opérateurs qualifiés. On a passé presque 3 ans
Cette unité a vu le jour après 3 années de conception et de développement. Ici, dans l'atelier de production, le fromage est d'abord cuit avant d'être soigneusement emballé, soit en portions triangulaires, soit en boîtes de 200 grammes. La chaîne tourne à plein régime avec une capacité quotidienne de 35 tonnes. Une fierté locale avec un impact direct sur l'emploi. Inaugurée en grande pompe par des figures de premier plan du secteur de l'industrie, cette unité incarne une nouvelle ambition pour la région et son tissu économique, appelé à devenir un pôle agroalimentaire d'avenir. Cette usine génère 250 postes d'emploi. Elle valorise un savoir-faire local avec une production fromagère de haute qualité. Un projet que nous sommes fiers d'accompagner avec l'ambition de l'inscrire durablement dans le paysage économique régional. On parle d'un investissement de plus de 160 millions dirhams, avec plus de 250 emplois directs créés. Ce projet a été pensé pour répondre à la demande croissante du marché national en produits fromagers. Sa création s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du programme de renforcement du secteur des industries agroalimentaires. Un secteur à forte valeur ajoutée qui englobe à lui seul 21% de l'effectif du secteur industriel. Avec cette unité ultramoderne, c'est toute la filière laitière territoriale qui se structure désormais, marquant un tournant pour la zone agroalimentaire de Selwen, appelée à devenir le cœur fondant de l'industrie agroalimentaire de la région. Anciennement appelée maladie orpheline, elle pose un véritable problème de santé publique au Maroc en raison de la difficulté de leur diagnostic et de l'exigence de leur prise en charge. L'interminable liste de maladies rares s'allonge et s'ajoute aux autres maladies comme celle de Charcot, la maladie de Fabry ou encore la mucoviscidose. De nouveaux centres d'excellence dédiés à ces maladies rares verront bientôt le jour au Maroc. Un protocole d'accord vient d'être d'ailleurs signé aujourd'hui entre la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et AstraZeneca afin d'améliorer la prise en charge des patients atteints de ces pathologies. Abir El-Mellouki et Nissel Hamdaoui. Un pas important vient d'être franchi pour un diagnostic fiable des maladies rares au Maroc. C'est le fruit d'une collaboration de taille entre la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et les laboratoires AstraZeneca. En vertu d'un accord signé entre les deux parties, des technologies de pointe seront intégrées dans les tests génétiques au Maroc, mais pas que. Notre premier objectif est de disposer de laboratoires dédiés aux tests génétiques afin de pouvoir diagnostiquer les maladies rares de façon précoce. Notre second objectif est de mettre sur pied une plateforme à même de renforcer la formation des infirmiers, des médecins et des aidants au sein de centres d'excellence. Et notre troisième but est de lancer des études cliniques pour mesurer la prévalence des maladies rares au Maroc. Ce partenariat vise à offrir des solutions innovantes aux patients en leur facilitant le diagnostic, mais aussi la prise en charge. Comme vous le savez, le diagnostic des maladies rares est difficile. Et nous, au niveau de notre centre, nous avons mis un point d'honneur à développer nos capacités de dépistage de ces maladies. Le centre avait pour la première fois en Afrique mis en place la technique de séquençage rapide du génome entier à visée diagnostique, permettant d'identifier les maladies rares directement au Maroc, sans avoir recours à l'envoi de prélèvements à l'étranger. Pour arriver à ce résultat, nous avons travaillé de concert avec AstraZeneca pour développer des centres d'excellence au Maroc. L'accès équitable au traitement est tout aussi un axe fondamental de cette collaboration vitale. Les médicaments développés pour soigner les patients atteints de maladies rares seront largement introduits au Maroc à des prix adaptés. L'actualité internationale dominée par la situation des plus inquiétantes à Gaza où la malnutrition sévit à grande échelle. Plus d'une centaine d'organisations humanitaires ont averti qu'une famine de masse se propageait dans la bande. Nos collègues et les personnes que nous aidons dépérissent, indiquent dans un communiqué des ONG, dont Médecins sans frontières, plusieurs branches de Médecins du Monde et Caritas, Amnesty International ou encore Oxfam International. Le Haut Commissariat aux droits
de l'homme de l'ONU a accusé l'armée israélienne d'avoir tué Arzap. Depuis fin mai, plus de 1000 personnes qui cherchaient à obtenir de l'aide humanitaire. Et après plus de 21 mois d'attaques, Israël continue de bombarder au quotidien le territoire palestinien. La défense civile à Gaza fait état de 17 morts aujourd'hui encore suite au nouveau bombardement israélien. Les restrictions imposées aux médias par Israël qui assiègent la bande de Gaza et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent les médias étrangers de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties. Et puis, direction la Turquie, où des équipes de négociateurs russes et ukrainiens sont arrivées aujourd'hui à Istanbul pour prendre part à de nouveaux pourparlers. Objectif, tenter de mettre fin à la guerre entre les deux pays. L'Ukraine dit espérer donc une opposition constructive de la Russie à ces pourparlers. Pour sa part, le Kremlin dit s'attendre à une discussion très compliquée. Avec Kiev, cette troisième session d'échange direct à Istanbul intervient donc une nouvelle fois sous la pression du président américain Donald Trump. Triste journée dans le monde de l'art. L'artiste peintre Afif Benani n'est plus. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Le défunt figure parmi les pionniers des arts plastiques au Maroc. Afif Benani s'est imposé sur la scène artistique comme étant un artiste authentique à la personnalité très marquée. Il compte à son actif plus de 65 expositions de peinture, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Surnommé le prince d'Ersba par une revue koweïtienne, le défunt s'est vu décerner en 2004 la médaille européenne pour les arts plastiques pour son œuvre intitulée l'Ersba de Timzoulin, avant de remporter en 2010 la toile d'or 2010 pour son tableau La Médersa Bouhnania de Fès et la médaille d'étain de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de France en 2013. On passe au sport. CAN féminine de football 2024, un billet pour la finale. C'est l'épilogue d'une soirée difficile, mais tout de même couronnée de succès pour les Lions de l'Atlas. Menées au score face à une redoutable équipe ghanéenne, elles ont su remonter la pente, jouer les prolongations avec détermination et s'imposer dans la séance des tirs au but. Les Lions de l'Atlas affronteront en finale les joueuses du Nigeria qui se sont imposées face à l'Afrique du Sud. Zakaria Mokinbillah. Ils se sont déplacés en nombre pour soutenir la sélection nationale féminine de football. Les supporters marocains ont été encore une fois au rendez-vous au stade olympique de Rabat pour la demi-finale de la CAN Maroc-Ghana. Dès le début de la partie, les Marocains ont créé beaucoup d'occasions d'ouvrir le score. Alors que les joueuses cherchaient à affirmer leur domination, la Ghanéenne Niamki réussit à ouvrir la marque pour son équipe à la 26e minute. Les tentatives des Lions de l'Atlas d'égaliser ont été infructueuses jusqu'à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, le sélectionneur national Jorge Vilda a procédé à plusieurs changements. À la 51e minute, Nejat Bedri a failli égaliser si ce n'était la bonne intervention de la gardienne ghanéenne. Les Marocaines multiplient les occasions jusqu'à finir par concrétiser ces tentatives à la 55e minute, signée Sakina Azraoui, après une construction offensive coordonnée. Les joueuses de la sélection nationale ont fait de leur mieux pour s'imposer face à leurs adversaires, sans réussir à marquer le but de la victoire. Les prolongations n'ont pas pu départager les deux formations. C'est finalement la séance des tirs au but qui a été une nouvelle occasion pour les Lions de l'Atlas de démontrer leur talent. Les joueuses marocaines n'ont raté aucun des 4 tirs, contre 2 tirs manqués pour les Ghanéennes. Je suis très heureux d'avoir atteint la finale de la CAN, une qualification amplement méritée. C'était une rencontre difficile avec 2 phases. La première mi-temps a été dominée par le Ghana. Lors de la deuxième, la sélection marocaine s'est plus distinguée. Le plus important est d'être qualifié à la finale après une rencontre marathon. C'est la 2e fois consécutive que le Maroc atteint la finale de la CAN. L'équipe du Ghana n'était pas un adversaire facile. Heureusement, nous avons réussi à gérer la rencontre et de revenir au score.
sport, chose qui n'était pas facile. Je voudrais remercier mes coéquipières pour leur combativité et leur grinta. Nous savions que la rencontre n'allait pas être facile, mais nous nous sommes bien préparés physiquement et mentalement, et la victoire a été de notre côté. Pour la finale de la CAN féminine, la sélection marocaine affrontera l'équipe du Nigeria, qui a éliminé plus tôt hier l'Afrique du Sud de 1. Rendez-vous samedi prochain au stade olympique de Rabat, à partir de 21h. Et c'est au galop que nous prenons la direction d'Asséla. Asséla qui abrite la 3e édition de la Coupe du Trône de polo. Un événement organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi. 6 équipes représentant les clubs nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine de polo entament depuis lundi les phases éliminatoires de cette édition. Il s'agit de la Garde royale, de la Gendarmerie royale, l'École royale de cavalerie, l'équipe de la Palmeraie Polo Club, le Marrakech Polo Club et le club Ejdir de polo et d'équitation. Les matchs de classement et la finale, ou plutôt les phases de classement et de finale, auront lieu à Souissi Rabat les samedis et dimanches prochains. Voilà, c'est au galop que nous refermons bien sûr l'édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.